Nous avons regardé dans le coin le plus ancien, le plus lointain de l'univers. Notre but était de trouver les bébés cosmiques, des galaxies à peine nées, pâles et minuscules. En regardant là, bas, nous pensions voir la pouponnière de l'univers. Mais un géant adulte se tenait devant nous, un anneau qui nous fixait, une structure dont la lumière mettait 1,3 milliard d'années pour la traverser d'un bout à l'autre. Cela violait les lois fondamentales de l'univers. Mais le véritable choc fut de découvrir que ce géant n'était pas seul. Juste à côté de lui se trouvait un voisin de 3,3 milliards d'années-lumière de long, l'arc géant. Deux structures, impossibles, côte à côte. Si tu veux comprendre pourquoi l'univers nous montre son visage le plus mature dans ses photos les plus anciennes, alors aime cette vidéo et abonne-toi, car c'est peu être là que le cosmos cache son plus grand secret. Nous commençons. Pendant des années, nous avons pensé que la plus grande carte de l'univers commençait par une promesse silencieuse. Nous pensions qu'en zoomant assez loin, tout devenait lisse, comme une forêt vue d'en haut où les arbres se fondent en un seul tapis vert. Les galaxies, les étoiles, les vides, tout devait finalement se dissoudre dans une seule brume grise, calme, uniforme. C'était la pierre angulaire de la cosmologie. Mais, un jour, l'humanité a placé un œil doré de 21 pieds de large à 1 million de miles de la Terre dans les profondeurs de l'espace. Le James Webb a regardé, et à la place de cette brume sereine, il a trouvé un monstre. Avec ce qu'il a vu, notre croyance la plus réconfortante sur l'univers s'est soudainement effondrée, car nous savons maintenant que cette uniformité était un mensonge. Au cœur de ce mensonge se trouve une idée que les scientifiques appellent le principe cosmologique. La règle est extrêmement simple. Où que vous soyez dans l'univers, vous devriez voir à peu près le même paysage dans toutes les directions, le même nombre de galaxies, la même dispersion de lumière. Il n'y a pas de coin spécial. L'univers n'a pas de centre, pas de capitale. Cette idée peut sembler ennuyeuse, mais elle est en réalité le pilier fondamental de la cosmologie. Presque toutes les équations qui calculent l'âge de l'univers, comment il est né et comment il finira, supposent que cette règle est vraie. Si vous retirez ce pilier, les mathématiques sous-jacentes à la réalité commencent à trembler. Pourtant, ce n'est pas le plus intéressant. Cette règle a une exception. Elle ne s'applique qu'au-dessus d'une certaine échelle. En dessous de cette échelle, l'univers a le droit de former des grumeaux. Notre galaxie est un grumeau. Nos galaxies voisines forment un plus gros grumeau. C'est pourquoi comprendre l'importance de cette règle, c'est comprendre l'univers lui-même. Alors, où se trouve exactement cette ligne magique? Les scientifiques ont calculé ce chiffre. Cette limite, où les grumeaux doivent cesser et où l'uniformité doit commencer, correspond à une zone d'environ 1 milliard d'années-lumière de large. Il est presque impossible de se représenter ce chiffre, alors pensez-y de cette façon, la lumière est la chose la plus rapide de l'univers. En un clin d'œil, elle peut traverser notre galaxie d'un bout à l'autre, mais il faudrait à cette même lumière 1 milliard d'années entières pour traverser cette frontière d'1 milliard d'années-lumière. Lorsque cette lumière a commencé son voyage, les dinosaures n'étaient même pas encore apparus sur Terre. La règle était simple. Rien ne pouvait s'organiser, se rassembler ou former un motif sur une zone plus large que cette distance. Après cette ligne, le cosmos devait oublier comment construire, car l'univers lui-même n'existe que depuis environ 13 milliards d'années. Ce n'est pas assez de temps pour que la gravité rassemble des structures aussi gigantesques. La gravité a une date limite stricte, et cette ligne est la fin de cette date. Pendant près d'un siècle, cette règle n'a pas été remise en question. Chaque télescope,
Chaque carte disait la même chose. Les galaxies se regroupaient, puis, exactement comme prévu, les motifs se transformaient en un bruit statique. La promesse était tenue, jusqu'à ce que cet œil doré regarde plus profondément. Alors pourquoi l'univers se regroupe-t-il ainsi au départ? Parce qu'il ne dérive pas au hasard dans le vide. Les galaxies s'accrochent à quelque chose d'invisible, une structure secrète, plus vieille que les étoiles elles-mêmes, qui s'étend comme une toile à travers tout l'espace. Les scientifiques l'appellent la toile cosmique. Imaginez la plus grande toile d'araignée que vous ayez jamais vue. Maintenant, étirez-la sur tout ce qui existe. Les galaxies s'alignent le long des filaments de cette toile. Comme un fleuve se jetant dans la mer, des rivières de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière s'écoulent vers des nœuds brillants où des milliers de galaxies s'accumulent. Notre propre Voie lactée se trouve sur la rive d'une de ces rivières, dérivant lentement vers un amas de galaxies géants que nous n'atteindrons peut-être jamais. Mais le vrai secret de cette toile est la partie que nous ne voyons pas. La majeure partie de l'univers est faite d'un matériau invisible que nous appelons la matière noire. Elle n'émet pas de lumière, elle ne fait pas de bruit. Vous pourriez la traverser sans jamais la sentir. Pourtant, sa gravité est la colle qui maintient cette toile immense ensemble. La matière noire s'est d'abord agglomérée pour former ses filaments. Ensuite, la matière ordinaire, le gaz et la poussière que nous connaissons, s'est effondrée sur ces filaments pour allumer les galaxies brillantes que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi la toile qui brille dans nos télescopes n'est en réalité qu'une décoration. Le véritable squelette en dessous est sombre, silencieux, et bien plus massif que tout ce qui brille. Voilà comment tous ces concepts s'assemblent pour former la grande image. L'univers doit obéir au principe cosmologique. Cette règle doit entrer en jeu à la limite d'1 milliard d'années-lumière. Et sous cette limite, les galaxies doivent s'aligner le long de la toile cosmique tissée par la matière noire. C'est l'histoire que nous racontons, testons et à laquelle nous faisons confiance depuis des décennies. Chaque pièce s'emboîtait, la carte était cohérente, mais, dans un coin de cette carte, il y avait une région où les règles étaient complètement ignorées, une structure construite dans un lieu où le temps manquait, où la gravité était impossible, où la physique disait non. Alors, si l'univers a une règle de construction, une limite de vitesse et un matériau, comment cette structure impossible a-t-elle été possible? Ce que nous avons vu était-il juste une grande structure ou la première preuve que les lois fondamentales de l'univers étaient en faillite? Car ce que nous avons vu pourrait être la première preuve que les lois fondamentales de l'univers sont en faillite. Et pour comprendre cette preuve, nous devons saisir comment les télescopes sont des machines à remonter le temps. C'est le fait unique et le plus étrange qui rend l'astronomie possible. La lumière est rapide, mais elle est aussi, à sa propre échelle, lente, et cette lenteur transforme chaque télescope en une fenêtre sur le passé. Cette idée peut sembler sortie d'un roman de science-fiction, mais c'est en réalité quelque chose que vous expérimentez à chaque instant. Lorsque vous regardez le soleil, vous voyez en fait le soleil d'il y a 8 minutes. Cela semble impossible, mais ça ne l'est pas. La lumière, bien qu'étant la chose la plus rapide de l'univers, a besoin de temps pour voyager. La lumière du soleil met environ 8 minutes pour atteindre votre œil. C'est pourquoi, si le soleil s'éteignait à cet instant précis, vous ne le remarqueriez pas pendant 8 minutes. Pendant ces 8 minutes, vous continueriez à vous réchauffer à la lumière d'une étoile déjà disparue. Chaque regard est un regard vers le passé. Le mur lointain d'une pièce vous montre la lumière qui a commencé son voyage une fraction de seconde plus tôt. La lune dans le ciel nocturne
et la Lune d'il y a un peu plus d'une seconde. La vérité est que vous ne voyez jamais rien exactement tel qu'il est maintenant. Vous ne voyez que les choses telles qu'elles étaient au moment où leur lumière a commencé son voyage. Pour les objets proches, ce décalage est trop petit pour être remarqué, mais à mesure que les distances s'allongent, ce décalage devient une porte vers l'histoire. Par exemple, l'étoile la plus proche après le Soleil est si loin que sa lumière met plus de 4 ans à nous parvenir. Donc, quand vous regardez cette étoile, vous ne la voyez pas telle qu'elle est ce soir, mais telle qu'elle était il y a 4 ans. C'est le plus grand secret du James Webb. Il est bien plus une machine à remonter le temps qu'un télescope. La caractéristique la plus importante de cette machine à remonter le temps est qu'elle utilise la couleur comme un mesureur de distance. Comment savons-nous qu'une galaxie est à des milliards d'années ? La réponse se trouve dans un phénomène appelé décalage vers le rouge. Tout comme la sirène d'une ambulance devient plus aiguë en s'approchant et plus grave en s'éloignant, la lumière est également affectée par le mouvement. Les ondes lumineuses d'un objet qui s'éloigne de nous s'étirent. Des ondes lumineuses étirées se déplacent vers l'extrémité rouge de l'arc-en-ciel. Plus un objet s'éloigne rapidement, plus sa lumière apparaît rouge. Mais la vraie magie commence ici. L'univers lui-même est en expansion. Chaque coin du cosmos s'éloigne des autres, comme des points sur un ballon qui se gonfle. C'est pourquoi la lumière d'une galaxie lointaine, en voyageant pendant des milliards d'années à travers cet espace en expansion, voit ses ondes s'étirer encore et encore, devenant de plus en plus rouges. C'est pourquoi plus une galaxie paraît rouge, plus elle est lointaine et plus elle est dans le passé. Mesurer la nuance de rouge, c'est comme lire un chiffre sur une règle. Le James Webb a été conçu précisément pour capturer cette lumière étirée, antique, décalée vers le rouge. Car la lumière la plus ancienne de l'univers a été tellement étirée qu'elle est passée de la lumière visible à la lumière infrarouge, c'est-à-dire à la chaleur. Vos yeux ne peuvent pas la voir. Même Hubble pouvait à peine la capter. Mais les yeux dorés de Webb ont été faits pour voir cette chaleur. C'est pourquoi les photos de champs profonds prises par le James Webb sont comme un album de famille. Les taches les plus rouges, les plus pâles, sont des photos datant de l'époque où l'univers était encore un bébé. Des galaxies dont la lumière a commencé son voyage il y a plus de 13 milliards d'années. À cette époque, le cosmos n'avait vécu qu'une petite fraction de son âge actuel. Lorsque les astronomes ont construit ce télescope, ils avaient une attente claire de ce qu'ils trouveraient dans ces premiers jours de l'univers. L'histoire standard était claire. Les premières galaxies devaient être petites, pâles et simples. De minuscules graines se maintenant à peine ensemble, car les grandes structures prennent du temps à se former. L'univers primitif devait être une pouponnière remplie de débuts petits et modestes. Lorsque le télescope a atteint ses premiers chapitres, les scientifiques s'attendaient à trouver des galaxies pâles, petites et simples, de douces étincelles. Mais la lumière qui est revenue a raconté une toute autre histoire. Dans les images les plus anciennes et les plus profondes de l'univers, là où tout aurait dû être silencieux et sombre, le télescope a trouvé des galaxies déjà en feu. Certaines étaient très brillantes, d'autres étaient très grandes. Elles se trouvaient à un moment où rien d'aussi mature n'aurait dû exister. Imaginez entrer dans une jeune forêt et trouver des arbres géants centenaires sur des terres plantées la semaine dernière. Les arbres n'auraient pas dû avoir le temps de pousser, mais ils étaient là. Voilà à quoi ressemblait l'univers primitif vu par Webb. Nous avons maintenant toutes les pièces. Le principe cosmologique nous dit que l'univers doit être lisse à grande échelle. La toile cosmique montre comment les galaxies s'alignent le long des filaments de matière noire. Et les télescopes
en tant que machine à remonter le temps, nous donne le pouvoir de regarder les moments les plus anciens de l'univers. Avec ses règles et ses outils, nous étions prêts à comprendre l'histoire de l'univers. Mais les données renvoyées par les télescopes ne correspondaient pas à cette histoire propre et ordonnée. Alors, quelles étaient les véritables découvertes faites dans cette obscurité profonde qu'ont vu les scientifiques dans ces premières photos qui non seulement pliaient les règles, mais les brisaient en morceaux, et à ce moment précis, l'attente calme a pris fin. Les théories, les prédictions, des décennies de calculs. Tout s'est évaporé d'un coup avec la première image de champ profond envoyée par le James Webb. Car lorsque les scientifiques ont regardé dans la pouponnière de l'univers, ils n'ont pas trouvé de bébé. Des géants se tenaient devant eux. Voici l'histoire de ces géants. Voici les découvertes qui ont brisé les règles. Le premier choc, ce furent les chiffres eux-mêmes. L'univers primitif était censé être silencieux. Les modèles prédisaient que le jeune cosmos serait un endroit clairsemé et sombre. Quelques faibles étincelles ici et là. Principalement une obscurité vide, mais les premières images envoyées par Webb montraient tout le contraire du silence. Les photos de champs profonds étaient remplies de galaxies, tellement bondées que les scientifiques ne s'y attendaient pas. Là où les modèles promettaient une poignée de taches pâles, le télescope offrait des foules brillantes et claires. C'était bien plus qu'une simple erreur de comptage. Car le nombre de galaxies dans une région indique à quelle vitesse l'univers construit ses structures. Voir trop de galaxies brillantes à une époque très précoce signifiait que le cosmos s'était assemblé à la hâte. Beaucoup plus rapidement que la croissance lente et régulière prédite par les modèles. C'était le premier signe, le plus clair, qu'il manquait quelque chose dans notre image. L'univers était beaucoup plus occupé, beaucoup plus riche et beaucoup plus brillant qu'il n'aurait dû l'être. Mais cette foule n'était qu'un début. La véritable crise se cachait à l'intérieur de l'un de ces points rouges. Un astronome, Ivo Laab, en parcourant l'une des premières images profondes de Webb, s'arrêta sur un seul point rouge. Il ne ressemblait à rien, une tête d'épingle, le genre de tache qu'un œil fatigué pourrait facilement manquer. Par curiosité, il a entré les données dans un logiciel qui mesure la distance et la masse d'une galaxie. Il s'attendait à une réponse ordinaire. 2 chiffres sont revenus. Le premier était la distance. La lumière de ce point avait voyagé pendant environ 13 milliards d'années pour atteindre le télescope. Cela plaçait la galaxie dans les tout premiers temps de l'univers, quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Le deuxième chiffre était la masse. Cette minuscule tache contenait environ 100 milliards d'étoiles en matériaux, soit autant d'étoiles que notre Voie lactée en contient aujourd'hui. L'astronome, selon ses propres mots, a failli renverser son café. Il a regardé l'écran et a réalisé qu'il regardait quelque chose qui ne devrait pas être là. L'existence d'une galaxie si pleine, si massif, à une époque si précoce, brisait toutes les règles sur la vitesse à laquelle l'univers pouvait construire. Ils l'ont appelé impossible. Impossiblement précoce. I-M-Poss-Si-Bel-M-N-T grande. Pour comprendre l'ampleur du choc, souvenez-vous de la chronologie. Il a fallu des milliards d'années à notre galaxie pour atteindre sa taille géante actuelle. Elle a été construite lentement, brique par brique. Mais ce point rouge avait sauté cette attente. Alors que l'univers n'était encore qu'un bébé, il avait fait grandir l'équivalent d'une Voie lactée en étoiles. Une seule galaxie étrange aurait pu être une anomalie, une mauvaise mesure, une ruse cachée dans une seule image floue. Laab le savait mieux que quiconque, il a donc été prudent. Il a continué à examiner le reste du champ profond, espérant que la prochaine galaxie se comporterait sagement. Mais ce qu'il a trouvé
a transformé une galaxie impossible en une crise totale. Car le lendemain matin, l'univers primitif leur en a donné 5 de plus. 5 autres géants, dispersés dans le même coin de ciel antique. Chacun plus massif que ce que l'univers primitif aurait dû être capable de construire. Avec le premier point rouge, cela en faisait 6. 6 galaxies poids lourds, à un moment où le cosmos n'aurait dû contenir que de faibles et petites étincelles. Les scientifiques leur ont donné un nom qui correspondait au problème qu'elles créaient, les briseurs d'univers. Et ce nom, en quelques semaines, s'est répandu dans tout le domaine. Moitié blague, moitié avertissement, car chacune de ces galaxies semblait fissurer les fondations de la cosmologie moderne. Les chiffres étaient ahurissants. Certaines de ces premières galaxies semblaient avoir 100 fois plus de masse et d'étoiles que ce que les scientifiques pensaient possible pour cet âge. 100 fois. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. Si votre prévision météo était aussi fausse, une prévision d'1 centimètre de neige ensevelirait votre ville sous plus de 2,5 mètres de neige. Un écart aussi énorme est le signe d'une erreur très grave dans la recette. Ces géants n'étaient pas seulement grands, ils paraissaient matures, stables et bien formés. C'est comme tourner la première page d'un album photo et, en attendant un nouveau-né, trouver un adulte qui vous regarde. Pour voir pourquoi les scientifiques ont été si profondément ébranlés, il faut regarder la séquence que l'univers était censé suivre. La règle était simple et rassurante. Commencer petit, construire lentement. Les premières galaxies auraient dû être de petits amas. Mais, les briseurs d'univers, ont inversé cette chronologie. Ils ont placé les poids lourds tout au début, dans les premières minutes de l'histoire cosmique. C'est comme si l'univers avait vécu toute sa poussée de croissance en accéléré, condensant des milliards d'années de travail en quelques centaines de millions d'années. Alors, comment cela était-il possible? Ces galaxies avaient-elles simplement fabriqué trop d'étoiles? Ou le problème était-il beaucoup plus profond dans le squelette invisible de l'univers lui-même? Car le problème se situait bien plus profondément dans le squelette invisible de l'univers lui-même. Construire une galaxie nécessite plus que du gaz et de la vitesse. Cela exige une structure secrète sur laquelle construire, un échafaudage de matériaux invisibles qui doit être en place d'abord. Sans cet échafaudage, le gaz n'a rien autour de quoi se rassembler et aucune vitesse ne sert à rien. Et quand les scientifiques ont vérifié si l'univers primitif avait assez d'échafaudage pour élever ces géants, la réponse a été non. Et de loin. Ce matériau manquant est la substance la plus étrange de la science. La matière noire. Chaque galaxie de l'univers est construite sur une armature que vous ne pouvez pas voir. Les scientifiques appellent cette armature un halo, et il est fait de matière noire. Cette substance invisible qui surpasse en masse chaque étoile, planète et être humain. Un halo est une boule géante de cette matière sombre et sa gravité est ce qui attire le gaz ordinaire. Le gaz tombe à l'intérieur, s'accumule, chauffe et finit par se transformer en étoile. Pas de halo, pas de galaxie, l'armature invisible vient toujours en premier. Pensez-y comme la charpente en acier d'un gratte-ciel. Vous ne pouvez pas suspendre le verre et les bureaux dans les airs. Vous érigez d'abord l'acier, puis vous construisez tout le reste dessus. Dans le cosmos, l'acier, c'est la matière noire, et il doit être debout avant qu'une seule étoile ne se forme. C'est le hic qui rend les briseurs d'univers si douloureux. Dans l'histoire standard de l'univers, ces squelettes de matière noire grandissent aussi lentement que les galaxies. De petits halos se forment d'abord. Avec le temps, ils fusionnent pour en former de plus grands. Il faut très longtemps pour assembler un halo vraiment géant, assez grand pour nourrir une galaxie de 100 milliards d'étoiles. Dans l'univers primitif profond, au moment où Webb a trouvé ces géants,
les mathématiques disaient que seuls de petits halos auraient dû exister, de petites armatures, des échafaudages modestes, même pas proches de ceux assez grands pour construire les galaxies poids lourds qui se trouvaient dans les images. L'échafaudage nécessaire pour les fabriquer n'avait tout simplement pas encore été érigé. Le problème était plus profond que la vitesse. Même avec un temps infini, l'univers primitif manquait des cadres géants dont ces galaxies avaient besoin. Une galaxie ne peut transformer en étoile qu'une quantité de gaz limitée par la taille de son halo. Même si l'univers primitif formait des étoiles au rythme le plus rapide possible, même en comprimant chaque particule de gaz qu'un halo pouvait contenir, les plus grands halos primitifs étaient encore insuffisants. Il y avait un plafond et plusieurs des briseurs d'univers semblaient le crever. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors que les scientifiques se débattaient avec ces galaxies géantes, un mystère beaucoup plus silencieux prenait forme à une échelle bien plus grande, car plus les télescopes regardaient profondément, plus le ciel se remplissait de structures qui défiaient le principe cosmologique. Des murs, des arcs, des anneaux. Des chaînes de galaxies s'étendant bien au-delà de la ligne où le motif aurait dû s'arrêter. En 2003, des astronomes ont découvert un mur en cartographiant le ciel. Ils travaillaient avec le Sloan Digital Sky Survey. À mesure que la carte se remplissait, une forme a émergé des points. Une feuille géante de galaxies entassée dans une seule vaste structure. Elle est devenue connue sous le nom de Grand Mur de Sloan. D'un bout à l'autre, il s'étendait sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Certaines mesures le plaçant plus près d'1,5 milliard d'années-lumière. C'était un rideau d'amas et de groupes de galaxies suspendus dans le cosmos, composé de milliers de galaxies. Ce mur frôlait le principe cosmologique et sa limite d'environ 1 milliard d'années-lumière, et selon certaines mesures, il la dépassait. Une structure aussi grande aurait dû être si rare qu'elle en était presque impossible. Mais il n'était que le plus petit des géants à venir. Et puis, une jeune scientifique nommée Alexia Lopez a dessiné une carte en utilisant les phares les plus brillants de l'univers. Ces phares étaient des quasars, les moteurs au cœur de galaxies lointaines. Un quasar se forme lorsqu'un trou noir géant au centre d'une galaxie se nourrit de gaz. Le gaz, en tombant en spirale, chauffe et brille avec la lumière de billions d'étoiles. Ils sont si brillants que nous pouvons les voir à des milliards d'années-lumière de distance. Lopez a utilisé la lumière de ces quasars comme des lampes de poche. En nous parvenant, leur lumière traverse les nuages de gaz intermédiaires et les atomes de magnésium, dans ces nuages, absorbent des couleurs spécifiques de la lumière. Cela laisse de petits vides, des empreintes digitales, dans la lumière qui nous atteint. En cartographiant ces empreintes, Lopez pouvait voir la matière que les télescopes ne pouvaient pas voir directement. Et dans une région du ciel, ces empreintes, ces ombres, ont commencé à s'aligner. Elles dessinaient une courbe nette et large, comme si elles étaient disposées le long du bord d'une forme immense et invisible. Elle a mesuré la courbe, puis elle l'a mesurée à nouveau, car la forme qu'elle dessinait était bien plus grande que ce qui était autorisé. Elle l'a nommé l'arc géant. Il s'étendait sur environ 3,3 milliards d'années-lumière d'un bout à l'autre. Face à la limite de taille d'environ 1 milliard d'années-lumière, cette seule structure était presque 3 fois plus longue. C'était le genre de choses que le modèle standard interdisait formellement. Et puis, dans le même coin de ciel, à la même distance, elle a trouvé le deuxième, un anneau. Le grand anneau. Cette structure mesurait 1,3 milliard d'années-lumière de large. Sa circonférence approchait les 4 milliards d'années-lumière. Si vos yeux pouvaient la voir, elle apparaîtrait 15 fois plus large que la pleine lune. Son diamètre seul dépassait la ligne interdite. Sa circonférence
la ridiculisaient. Et ils se tenaient juste à côté du premier, dans la même tranche de ciel, dans la même tranche de temps cosmique. Il y en avait maintenant deux structures ultra grandes, chacune bien au-delà de la limite. L'une, un large arc, l'autre, un anneau presque parfait. Trouver un géant impossible est de la malchance. En trouver deux côte à côte commence à ressembler à un message. Alors, comment ces géants pouvaient-ils violer si effrontément la règle la plus fondamentale de la cosmologie? Et plus important encore, comment l'univers les avait-il construits? Alors, comment ces géants pouvaient-ils violer si effrontément la règle la plus fondamentale de la cosmologie? Et plus important encore, comment l'univers les avait-il construits? Pour répondre à ces questions, nous devons nous éloigner un instant de l'excitation des découvertes choquantes et nous plonger dans la technique derrière le génie qui a rendu ces découvertes possibles. Car le télescope James Webb n'est pas seulement un œil puissant, c'est aussi un assemblage de mécanismes complexes, conçus pour percer les secrets les plus profonds de l'univers. Examinons maintenant de plus près comment ces mécanismes fonctionnent, comment ils ont obtenu ces images qui semblent impossibles. Tout commence par un seul choix. Le James Webb ne voit pas le type de lumière que nos yeux voient, c'est dire la lumière visible, mais il voit la chaleur. Il lit la lumière infrarouge. C'est la lueur invisible que votre corps chaud émet dans une pièce sombre, celle que les lunettes de vision nocturne peignent en vert fantomatique. Ce seul choix change tout. C'est comme mettre un filtre spécial qui révèle des motifs invisibles à l'œil nu. Car l'espace n'est pas aussi vide que nous le pensons. Il est rempli de poussière. D'épais nuages de poussière cachent les étoiles naissantes et les galaxies lointaines comme un mur pour les télescopes ordinaires. Pour Hubble, un nuage de poussière peut ressembler à un mur de briques. Mais, pour le James Webb, ce même mur devient aussi transparent qu'une vitre, et ce qu'il cache derrière devient soudainement visible. Cette vision infrarouge est d'une importance critique, surtout lors de la chasse aux galaxies les plus anciennes de l'univers. Car, comme nous l'avons vu précédemment, la lumière la plus ancienne a été tellement étirée par l'expansion de l'univers qu'elle s'est déplacée au-delà du rouge pour se transformer complètement en chaleur. C'est pourquoi Webb est en fait un détective de la chaleur. Il est à la recherche de la lumière la plus antique, la plus pâle, la plus étirée de l'univers. C'est une capacité bien au-delà de celle de Hubble. Si Hubble nous a montré la jeunesse de l'univers, Webb nous montre son enfance. C'est pourquoi il est si efficace, car il écoute un univers qui parle une langue que les autres ne peuvent pas voir, la langue de la chaleur. Mais capter une lueur aussi faible a un prix. Le télescope doit fonctionner à une température plus froide que presque tout dans la nature. Sa propre chaleur l'aveuglerait, comme si quelqu'un vous braquait une lampe de poche au visage alors que vos yeux sont habitués à la vision nocturne. C'est pourquoi le James Webb se cache derrière un énorme bouclier solaire de la taille d'un court de tennis. Ce bouclier est composé de 5 fines couches qui bloquent la chaleur du soleil. À l'ombre du bouclier, les instruments du télescope chutent à des centaines de degrés en dessous de zéro. Le côté froid de ce télescope est l'un des endroits les plus froids jamais créés par l'homme. Les ingénieurs ont passé plus de 20 ans et dépensé 10 milliards de dollars pour construire cette machine incroyable. Et ils l'ont lancée en sachant que chacune des centaines d'étapes distinctes devait fonctionner seule, dans l'obscurité, là où personne ne pourrait l'atteindre. Une seule charnière coincée signifiait la fin de la mission. Mais tout a fonctionné. Cette structure gigantesque, pliée comme un origami à l'intérieur de la fusée, s'est déployée parfaitement une fois dans l'espace. Et puis, elle a ouvert son œil doré et a commencé à absorber la lumière la plus ancienne qui l'entourait. Cette technologie de refroidissement
n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La propre chaleur de Webb aurait complètement submergé le signal de ces photons antiques qu'il essaye de chasser. C'est comme retenir sa respiration pour écouter des chuchotements. Webb se gèle presque jusqu'au zéro absolu pour pouvoir entendre les plus anciens chuchotements de l'univers. C'est pourquoi les images de Webb sont si nettes et si profondes. Il capture le signal en éliminant le bruit. Alors, comment Webb mesure-t-il non seulement l'existence d'une galaxie si lointaine et si ancienne, mais aussi sa masse, dire son poids? La réponse se trouve à nouveau dans la lumière, mais cette fois dans sa luminosité. La luminosité d'une galaxie donne un indice sur le nombre d'étoiles qu'elle contient. Mais ce n'est pas une équation simple. Comme un détective, il faut examiner chaque tache pâle. Une galaxie n'est qu'une tache floue sur une photo. À partir de ce seul point, vous devez mesurer le poids d'une galaxie composée de milliards d'étoiles. Les scientifiques le font en analysant attentivement la couleur et la luminosité de la galaxie et en la comparant avec des modèles théoriques sur les populations d'étoiles et l'évolution des galaxies. Mais il y a un problème. Parfois, l'éclat d'une galaxie ne vient pas seulement de ses étoiles. Un trou noir en train de se nourrir en son centre peut émettre une lumière prodigieuse en déchiquetant et en avalant le gaz qui l'entoure. Si une partie de l'éclat d'une galaxie provient de ce trou noir glouton en son centre, alors la galaxie a beaucoup moins d'étoiles que sa luminosité ne le suggère. Elle serait beaucoup plus légère et cette masse impossible fondrait soudainement. En effet, il s'est avéré qu'un groupe d'objets, parmi les plus étranges de l'époque primitive, était exactement cela. Les astronomes les ont appelés « petits points rouges », et il s'est avéré que beaucoup d'entre eux brillaient non pas à cause de foules d'étoiles massives, mais à cause de trous noirs brillants et affamés, cachés à l'intérieur de petites galaxies. Une fois comptés correctement, ils ne brisaient aucune règle. Cela montre à quel point le processus scientifique est prudent. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves solides. Et mesurer une galaxie à 13 milliards d'années-lumière en regardant une tache de quelques pixels laisse amplement la place à des erreurs honnêtes. Les scientifiques ont cherché et trouvé des explications ennuyeuses qui permettraient à l'histoire standard de survivre. Lorsque tous ces détails techniques, ces corrections et ces explications sont rassemblés, la crise semble s'atténuer. Beaucoup des galaxies les plus effrayantes ont une réponse ordinaire et le modèle standard semble reprendre forme. Pendant un temps, on a pensé que les briseurs d'univers pourraient tranquillement prendre leur retraite. MAIS, le cosmos n'est pas encore tiré d'affaire, car après chaque correction, une poignée tenace de galaxies primitives subsiste. Elles sont toujours trop grandes, elles sont toujours trop précoces. Elles se trouvent toujours à un moment où elles ne devraient pas être, sans excuse facile pour les expliquer. Les scientifiques regardent maintenant ces survivantes avec de nouvelles observations, essayant de confirmer si elles sont vraiment aussi impossibles qu'elles en ont l'air. Le verdict n'est pas encore tombé. Mais, pendant que la bataille fait rage autour de ces galaxies très grandes et très précoces, un second mystère se dessinait silencieusement à une échelle beaucoup plus grande. Car une seule galaxie, même une galaxie géante, n'était qu'un détail à côté de ce qui allait suivre. Webb, au-delà de la découverte de ces galaxies impossibles uniques, avait commencé à cartographier toute une toile cosmique, le squelette de l'univers. Et sur cette carte, des structures allaient apparaître à côté desquelles une seule galaxie ressemblerait à un grain de sable. Alors, comment le télescope cartographie-t-il le squelette de l'univers à cette échelle gigantesque? Et que nous dit cette carte? Car le télescope, en cartographiant le squelette de l'univers à cette échelle gigantesque, ne se concentre pas
sur une seule galaxie. Il cartographie toute une forêt, et le mécanisme qu'il utilise pour ce faire est bien plus ingénieux que de simplement compter des galaxies individuelles. Les astronomes se sont verrouillés sur une seule parcelle de ciel et ont refusé de regarder ailleurs. Ils ont balayé la même région encore et encore, superposant image sur image pour construire le plus grand relevé jamais réalisé par le télescope. Le projet s'appelait Cosmos Web et son objectif était plus grand que n'importe quelle galaxie unique. L'équipe voulait cartographier le squelette même de la toile cosmique, ces immenses filaments et vides qui tissent l'ensemble de l'espace comme un fil. Et cela allait révéler l'un des plus grands secrets de l'univers. Pour créer cette carte, Webb a collecté la lumière d'un nombre ahurissant de galaxies, bien plus que ce que n'importe quel télescope terrestre n'avait jamais capturé dans la même parcelle de ciel. Là où les relevés précédents voyaient une maigre poignée, Webb a apporté des foules dans certaines régions 10 fois plus. Chacune était un nouveau point ajouté à la carte. Plus de points signifie une image plus nette. Et une image plus nette signifie un test plus juste pour le principe cosmologique. Rappelez-vous ce que cette règle exigeait, en zoomant assez loin, l'univers doit s'aplatir. La toile peut être grumeleuse à petite échelle, pleine d'amas et de vide. Mais, une fois passée une certaine taille, ces grumeaux doivent se transformer en une distribution lisse et juste, une structure identique dans toutes les directions. Une carte nette de la toile cosmique est le moyen parfait de vérifier si l'univers se comporte vraiment sagement à ses plus grandes échelles. C'est pourquoi les scientifiques ont ouvert la carte et ont commencé à mesurer. Ils ont tracé les filaments. Ils ont cartographié les vides. Ils ont suivi l'évolution de la toile au fil du vieillissement de l'univers, observant comment les galaxies se sont rassemblées le long des filaments au cours de milliards d'années, attirées par la gravité de la toile, matière noire, invisible, sous-jacente. Une grande partie de la carte correspondait à l'histoire attendue. La toile grandissait comme les modèles le prédisaient, s'épaississant avec le temps à mesure que la gravité tirait lentement la matière en place. En ce sens, la carte profonde était une victoire, une confirmation que notre image de base de la formation des structures est valable pour une grande partie de l'histoire cosmique. Mais, une carte aussi profonde fait plus que confirmer, elle révèle également des anomalies, des endroits où la toile s'étend plus loin ou s'agglomère plus fortement que le temps cosmique ne le permet. Plus la carte est grande et claire, plus il est facile de repérer un motif qui ne devrait pas être là. Et l'univers, apparemment, est plein de motifs. Alors, pourquoi ces motifs sont-ils si choquants? Parce qu'ils sont entourés des pièces les plus grandes et les plus vides de l'univers. Une grande partie de la toile cosmique est en fait constituée de trous, de régions immenses, étendues, presque entièrement vides. Et la taille d'une seule de ces pièces vides est difficile à concevoir pour n'importe quel esprit humain. Les scientifiques appellent ces intérieurs vides des vides, et ce sont les plus grands espaces vides de la nature. Un vide typique peut s'étendre sur des dizaines de millions d'années-lumière, et certains sont beaucoup plus grands. Il faudrait des millions d'années à la lumière pour en traverser un, voyageant à travers un espace sombre et désolé sans rencontrer une seule galaxie brillante. Si vous étiez d'une manière ou d'une autre déposé au milieu d'un grand vide, le ciel autour de vous apparaîtrait presque entièrement noir. Les galaxies les plus proches seraient si lointaines qu'elles seraient à peine perceptibles. Vous pourriez passer toute une vie à regarder dehors et ne voir presque rien briller. Essayez d'imaginer l'échelle d'une autre manière. Imaginez que vous réduisiez toute la Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, à la taille d'un seul grain de sable. À cette échelle, un vide cosmique serait encore une pièce sombre de la taille d'une grande maison, avec seulement quelques grains de sable dispersés sur ses murs lointains et absolument rien au milieu. Les vides se gonflent à mesure que l'univers se dilate,
et leur douce poussée vers l'extérieur aident à rapprocher encore plus les filaments de galaxies les uns des autres. C'est un peu comme les bulles d'air dans une pâte à pain qui lève, qui compriment la pâte dans les fines parois qui les séparent. Au cours de milliards d'années, c'est en partie ainsi que la toile cosmique a aiguisé sa forme. C'est là que le danger apparaît. Des bulles de centaines de millions d'années-lumière de large obéissent à la règle. Mais, lorsque les murs de galaxies se rejoignent pour former une seule structure qui dépasse la limite, s'étendant sur 1 milliard d'années-lumière ou plus, c'est alors que la mousse cesse d'être ordinaire et commence à ressembler à une forme intentionnelle. Lorsque nous assemblons ces mécanismes et concepts, l'image devient claire. James Webb, avec sa vision infrarouge, voit derrière les rideaux de poussière de l'univers. Avec ses instruments ultra refroidis, il capte même les signaux de chaleur les plus faibles. Par l'analyse de la luminosité et de la couleur, il mesure à la fois la distance et la masse des galaxies. Et enfin, avec des relevés massifs comme Cosmos Web, il cartographie des millions de galaxies pour révéler non seulement des objets uniques, mais les plus grandes structures qui forment le squelette et l'univers. Chaque technologie nourrit la suivante. Sans la vision infrarouge, vous ne trouveriez pas les vieilles galaxies. Sans le refroidissement, vous ne pourriez pas capter cette faible lumière. Et sans les grandes cartes, vous ne verriez jamais comment ces galaxies individuelles s'assemblent pour former des structures géantes qui brisent les règles. C'est le triomphe, non pas d'un seul instrument, mais d'une symphonie de technologies travaillant en parfaite harmonie. Mais la musique que cette symphonie a révélée n'était pas aussi calme et harmonieuse que nous l'attendions. Au contraire, elle était pleine de notes troublantes, chaotiques, qui brisaient les règles. Maintenant que nous comprenons les outils, nous pouvons passer à la partie vraiment excitante. Qu'ont trouvé exactement ces outils dans les coins les plus sombres de l'univers lorsque nous examinons un par un le mur de Sloan, l'arc géant et le grand anneau? Que nous disent la taille et la forme de ces structures sur le cosmos? Et surtout, l'une d'entre elles était-elle assez étrange pour renverser tout ce que nous savions? Mais ce qui est vraiment excitant, c'est ce que ces outils ont trouvé exactement dans les coins les plus sombres de l'univers. Nous ne parlons plus seulement de théories, nous ne parlons plus seulement de modèles. Maintenant, nous allons parler de la réalité elle-même, des données brutes, choquantes, qui brisent les règles, que l'univers nous a envoyées. Car lorsque nous examinons un par un le mur de Sloan, l'arc géant et le grand anneau, la taille et la forme de ces structures nous disent non seulement qu'elles sont grandes, mais qu'elles sont impossibles. Et l'une d'entre elles était assez étrange pour renverser tout ce que nous savions. C'est le point culminant de la vidéo. C'est la plus grande crise de la cosmologie. Soyez prêts. Le premier géant. Le grand mur de Sloan. C'était un coup de semonce. Le premier murmure avant une révolution. Découvert en 2003, il a laissé le monde scientifique avec un mal de tête silencieux. C'est un mur. Un rideau géant suspendu dans le cosmos, composé de milliers de galaxies. Il s'étend sur 1,37 milliard d'années-lumière d'un bout à l'autre. C'était l'une des plus grandes structures cartographiées jusqu'alors. Il poussait la fameuse limite d'1 milliard d'années-lumière du principe cosmologique. Selon certaines mesures, il la dépassait même. Comment cela pouvait-il être possible? La règle disait qu'une structure aussi grande devait être si rare qu'elle en était presque impossible. C'était quelque chose que l'univers n'aurait dû produire qu'une seule fois, peut être dans tout l'espace que nous pouvons voir, si nous étions chanceux. Mais il était là, et cela dérangeait les scientifiques. Pendant un temps, ils ont pu faire la paix avec lui, car les murs et les feuilles font naturellement partie de la toile cosmique. La toile est faite de filaments et de feuilles plates où les filaments se rencontrent. Donc,
trouver une grande feuille de galaxie, bien que surprenant par sa taille, ne nécessitait pas une physique entièrement nouvelle. Cela étirait les règles, mais ne les brisait pas encore en morceaux. Le grand mur de Sloan se tenait juste au bord de la limite autorisée par les règles, assez proche pour que les règles puissent encore tenir, à peine. Mais ce mur a changé l'ambiance. Il a appris aux astronomes à prendre le géant au sérieux, à continuer de surveiller le bord de la limite de taille et à se demander combien d'autres structures massives se cachaient dans les tranches plus profondes et non cartographiées du ciel. Si un mur pouvait s'approcher si près de la ligne interdite, qu'est-ce qui attendait dans le noir, là où les premières cartes ne pouvaient pas atteindre? Ce n'était qu'un début. Mais ensuite est arrivé le deuxième. L'arc géant? Et ce n'était pas un murmure, c'était un cri. Cette courbe massive, trouvée par Alexia Lopez dans les ombres des lumières de quasars, a complètement changé la donne, car il n'était pas seulement grand, il était inconcevablement grand. Il s'étend sur 3,3 milliards d'années-lumière d'un bout à l'autre. Cela dépasse de plus de 3 fois la limite d'1 milliard d'années-lumière du principe cosmologique. Prenez un moment pour réfléchir à ce que ce chiffre signifie. La règle dit que même quelque chose qui touche la limite est presque impossible. L'arc géant, lui, écrase cette limite. Il s'étend sur une zone si vaste que même la lumière elle-même a besoin de milliards d'années pour la traverser d'un bout à l'autre. Une telle structure aurait dû être IMPO-S cible. C'était quelque chose que le modèle standard interdisait formellement. Et le problème ne s'arrêtait pas à sa taille. L'arc existait il y a des milliards d'années, lorsque l'univers était plus jeune, ce qui aggravait encore le problème, car à cette époque, la gravité avait encore moins de temps pour tisser une chose aussi gigantesque. L'arc n'aurait pas dû avoir assez d'années pour se former. Mais il était là, suspendu comme une courbe de galaxie disposée avec une grâce presque intentionnelle. La première réaction dans le monde scientifique a été le scepticisme. Le cerveau humain est une machine à motifs. Peut être que l'arc n'était qu'un tour de l'esprit, quelques points épars formant par hasard une jolie courbe. Les scientifiques ont effectué des tests statistiques. La question était: quelle est la probabilité que de la matière distribuée au hasard et de manière égale forme une courbe aussi nette, aussi grande, par pur hasard? La réponse fut faible, très faible. L'arc géant semblait réel, et sa taille aussi. Il était trop ordonné pour être rejeté comme un jeu de l'œil. Cela a mis les cosmologistes dans une position inconfortable. Ils avaient, entre les mains, une structure apparemment réelle qui dépassait de loin les limites de taille les plus profondes. Et juste au moment où tout le monde se demandait quoi faire de ce seul géant impossible, le troisième est entré en scène, le grand anneau, dans le même coin de ciel, à la même distance, trouvé par la même scientifique. Et celui-ci était être le plus étrange de tous. C'est un anneau, une boucle géante de galaxies et d'amas de galaxies disposées en un cercle presque parfait. Sa taille est ahurissante. Le grand anneau a un diamètre d'environ 1,3 milliard d'années-lumière. Si vous complétez son bord, sa circonférence approche les 4 milliards d'années-lumière. C'est une structure si grande qu'elle apparaîtrait 15 fois plus large que la pleine lune dans le ciel nocturne. Ces deux chiffres dépassaient la ligne interdite. Son diamètre seul dépassait la limite d'1 milliard d'années-lumière. Sa circonférence la ridiculisait. C'était une autre structure que l'univers n'aurait pas dû pouvoir construire. Et elle se tenait juste à côté de la première. Trouver un géant impossible peut être de la malchance. En trouver deux côte à côte ressemble à un message. Deux structures ultra grandes, chacune bien au-delà de la limite. L'une un large arc, l'autre un anneau presque parfait. L'idée que l'arc géant était une anomalie solitaire s'est effondrée lorsque le grand anneau est apparu à côté.
et la forme de l'anneau le rendait encore plus difficile à expliquer. Les scientifiques ont essayé de le faire correspondre à un type connu de structure cosmique. Mais le grand anneau a refusé de s'intégrer. Sa taille était fausse. Sa forme était fausse. Quoi que ce soit qui ait dessiné ce cercle dans le ciel profond, ce n'était aucun des motifs que les scientifiques savaient déjà comment faire. Mais le vrai choc n'était pas celui-là. Le vrai choc est venu lorsque nous avons compris la forme réelle de l'anneau. Tout le monde imaginait le grand anneau comme un cercle plat de galaxies. Mais Alexia Lopez s'est interrogée sur sa forme tridimensionnelle réelle, et la réponse qu'elle a trouvée l'a surprise elle-même. Le grand anneau est une spirale, un tire-bouchon. Il ressemble plus à un ressort lâchement enroulé qu'à un cercle plat. La seule raison pour laquelle nous le voyons comme un anneau net est que l'une des extrémités de cette spirale est tournée presque directement vers la Terre. Nous regardons le long du canon d'un ressort cosmique et de notre point de vue, la spirale se transforme en un cercle. Cela a approfondi encore plus le mystère. Expliquer un anneau plat est déjà difficile, mais un tire-bouchon de galaxies dessinant une spirale dans l'univers profond sur 1,3 milliard d'années-lumière de large est une forme qui ne correspond à presque rien dans nos livres. La gravité n'enroule pas naturellement les galaxies en ressort à cette échelle. Rien dans l'histoire standard ne prédit une spirale aussi gigantesque, et il y a ici un détail silencieux et troublant. L'anneau nous apparaît rond parce qu'il nous fait face. S'il était orienté dans presque n'importe quelle autre direction, nous verrions une ellipse inclinée ou une ligne de profil, et nous ne l'aurions jamais remarqué comme une forme spéciale. Qu'est-ce que cela signifie? Soit nous avons été incroyablement chanceux de tomber sur une spirale géante pointée vers nous, soit il y en a beaucoup plus, dispersées dans le ciel, sous tous les angles, et nous ne voyons que les rares qui nous font efface. Les deux options dérangent les scientifiques. Le pur hasard à cette échelle semble suspect, et un cosmos secrètement rempli de spirales et d'anneaux géants, la plupart cachés par leur angle, signifierait que l'univers est beaucoup plus grumeleux et structuré que quiconque ne le croyait. Et puis est arrivé le plus grand, un géant qui a éclipsé tout le reste. Le grand mur d'Hercule couronne boréale. C'est la plus grande structure connue dans l'univers. Il s'étend sur 10 milliards d'années-lumière. L'univers observable tout entier mesure environ 4,13 milliards d'années-lumière. Cette seule structure en occupe environ 1/10. Les scientifiques l'ont trouvé en utilisant les explosions les plus brillantes qui existent, les sursauts gamma. Lorsqu'ils ont cartographié ces sursauts, un amas géant est apparu dans une région du ciel. Cet amas traçait le grand mur. Ce mur est presque 8 fois plus large que le grand anneau. Et le grand anneau avait déjà pulvérisé la limite de taille. Le grand mur dépasse cette limite d'une marge qui devrait être tout simplement totalement impossible. Selon les règles d'un univers lisse, une structure aussi grande ne devrait jamais exister, nulle part. C'est pourquoi certains scientifiques l'abordent avec scepticisme. Mais les sursauts se regroupent vraiment, bien plus que le hasard ne le permettrait, et cela seul est difficile à ignorer. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous avons une série de structures impossibles, chacune plus grande, plus étrange que la précédente. Et ces structures montrent non seulement à quel point l'univers est grand, mais aussi à quel point nous l'avons mal compris. Que signifie l'existence de ces géants? Le pilier le plus fondamental de la cosmologie est-il en train de se fissurer sous nos pieds? Car l'existence de ces géants suggère que le pilier le plus fondamental de la cosmologie, le principe cosmologique, est en train de se fissurer sous nos pieds. Et cette fissure ne vient pas d'un seul endroit. C'est une série de secousses venant de différents coins de l'univers
apparemment sans lien, mais qui pointent en fait vers le même problème profond. Ces structures ne sont pas seulement de grandes découvertes, elles sont les symptômes d'une crise, une anomalie cachée dans la lumière la plus ancienne de l'univers, une divergence dans la vitesse d'expansion de l'univers. Et au centre de tout cela, la violation de la promesse la plus profonde du cosmos, à savoir que aucun endroit n'est spécial. Examinons maintenant ces autres secousses, ces autres découvertes impossibles. Car le véritable tremblement de terre commence lorsque toutes ces pièces s'assemblent. Première secousse, la lumière la plus ancienne de l'univers, cette faible lueur résiduelle du Big Bang, le fond diffus cosmologique. C'est la photo de bébé de l'univers. Un instantané pris alors qu'il n'avait que quelques centaines de milliers d'années. Selon le principe cosmologique, cette lueur devrait paraître identique dans toutes les directions. Ces minuscules points chauds et froids devraient être dispersés au hasard dans le ciel. Aucun motif, aucun alignement. Il ne devrait pas y avoir de direction privilégiée. Car un univers sans direction devrait avoir une photo de bébé uniformément tachetée, comme le bruit statique d'une vieille télévision. Mais, lorsque les scientifiques ont cartographié cette lueur avec des détails fins, ils ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas être là. Certaines des plus grandes fluctuations semblaient alignées. Elles pointaient vers une direction commune, comme si l'univers primitif avait un axe, une direction préférentielle qui le traversait. Les chercheurs ont donné à cet étrange alignement un surnom dramatique. Ils l'ont appelé l'axe du mal, car il menaçait silencieusement l'une des deux grandes promesses de la cosmologie, celle qu'aucune direction dans l'espace n'est spéciale. Comment cela peut-il être possible ? Imaginez que vous lancez des milliers de dés sur une table et que vous trouvez qu'un nombre surprenant de dés s'arrête en pointant dans la même direction. 1 ou 2 alignés, c'est de la chance. Mais toute une foule alignée vous ferait soupçonner que la table est inclinée, qu'une force cachée les pousse tous dans une direction. Ces fluctuations alignées donnent aux scientifiques le même sentiment troublant. Quelque chose pourrait incliner la table de l'univers tout entier. C'est une attaque directe contre la partie « toutes les directions sont les mêmes » isotropie du principe cosmologique. Et tandis que les structures géantes défient la partie « tous les lieux sont les mêmes » homogénéité, cet axe ébranle l'autre moitié. Tous deux s'infiltrent par la même fissure. Deuxième secousse, encore plus troublante. L'univers n'est pas d'accord avec lui-même sur sa vitesse de croissance. Ce devrait être le chiffre le plus important de la cosmologie, le taux d'expansion. Les scientifiques ont 2 manières fiables de le mesurer. Et pendant des années, ils ont supposé que les 2 méthodes aboutiraient à la même réponse. Mais, au lieu de cela, les 2 réponses sont obstinément en désaccord, et l'écart entre elles ne se réduit pas. La première méthode examine cette lueur antique du Big Bang. En étudiant ces fluctuations, les scientifiques peuvent calculer à quelle vitesse l'univers devrait se dilater aujourd'hui. C'est la propre prédiction de l'univers primitif, lue directement depuis son enfance. La deuxième méthode examine l'univers proche, l'univers d'aujourd'hui. Les scientifiques mesurent les distances réelles des galaxies et suivent leur vitesse d'éloignement. Ils chronomètrent l'expansion directement, ici et maintenant. C'est la mesure de l'univers adulte lui-même. Les 2 réponses auraient dû correspondre. Mais elles ne correspondent pas. L'univers d'aujourd'hui semble se dilater plus rapidement que ce que l'univers primitif dit qu'il devrait. Ils ont appelé cette divergence la tension de Hubble. Elle est devenue l'un des problèmes les plus profonds de la science moderne, car à mesure que les mesures s'affinent, que les marges d'erreur diminuent, l'écart reste constant. C'est comme si 2 horloges fiables s'éloignaient constamment l'une de l'autre, peu importe la fréquence à laquelle vous les réinitialisez.
Au bout d'un moment, vous arrêtez de blâmer les horloges. Vous commencez à soupçonner que le temps lui-même fait quelque chose que vous ne comprenez pas. Cette tension de Hubble, l'axe du mal, et ces structures géantes impossibles pourraient tous être des symptômes différents d'une seule et même maladie sous-jacente. Chacun peut être expliqué isolément, mais, ensemble, ils forment un motif. Notre modèle cosmologique standard trébuche constamment là où nous le poussons le plus fort. Et maintenant, le plus grand choc. Les théories proposées pour expliquer ces structures géantes. Elles sont encore plus étranges que les structures elles-mêmes. La première idée semble tout droit sortie de la science-fiction. Des fissures dans l'espace, vestiges de la naissance de l'univers. Leur nom, corde cosmique. L'univers peut être craqué en naissant, tout comme l'eau se fissure en gelant. Une corde cosmique serait un filament d'énergie pure et comprimé, plus fin qu'un atome, mais s'étendant sur des distances inimaginables. Et elle serait incroyablement lourde. Un court morceau pourrait surpasser une montagne entière. Un long morceau, une planète entière. Et sa gravité serait si forte qu'en se déplaçant dans l'univers primitif, elle pourrait entraîner le gaz et la matière derrière elle, façonnant les galaxies en lignes et en boucles. Une corde se transformant en boucle pourrait, en théorie, rassembler la matière en forme d'anneau. Une corde tendue pourrait dessiner la matière en un long et large arc, un anneau, un arc, exactement les formes que Lopez a trouvées côte à côte dans le ciel profond. Cette idée est excitante, car elle élimine complètement le problème du temps. Les cordes seraient nées dès le premier instant, déjà géantes. Mais il y a un problème. Personne n'a jamais trouvé de corde cosmique. Elle n'existe que dans les équations. Mais il y a une idée encore plus étrange. Elle vient d'un physicien lauréat du prix Nobel. L'idée est simple et bouleversante. Le Big Bang n'est peut être pas un début, mais une porte. Une passation de pouvoir d'un univers qui existait avant le nôtre. Dans cette image, l'univers passe par des cycles infinis. Chaque cycle commence par une explosion et se termine lorsqu'il se dilate dans une obscurité froide et vide dans un avenir lointain. Et à cette fin, l'univers se réinitialise d'une manière ou d'une autre et une nouvelle explosion déclenche le cycle suivant. Maïs. La partie la plus effrayante est ce qui est transmis. Selon la théorie, de faibles traces du cycle précédent peuvent survivre à la réinitialisation et s'infiltrer dans le suivant. Des échos, des traces, des motifs imprimés sur le nouvel univers par des événements gigantesques de l'ancien. Les plus grands événements dans un univers mourant seraient les collisions de trous noirs géants, et chaque collision enverrait une ondulation vers l'extérieur. Cette ondulation, selon la théorie, pourrait survivre dans le cycle suivant comme une trace en forme d'anneau dans le ciel. Un cercle imprimé sur notre univers par une catastrophe dans l'univers précédent. Le grand anneau, selon cette vue, pourrait être un message dans une bouteille provenant d'un cosmos mort avant même que le Soleil, la Terre ou les premières étoiles n'existent. Ces idées montrent à quel point ces structures géantes nous ont poussés loin. Lorsque les explications ordinaires échouent, les extraordinaires sont écoutés. L'axe du mal, la tension de Hubble, les cordes cosmiques et les échos d'un univers précédent. Tous pointent vers la même conclusion. L'histoire qu'on nous a racontée est fausse. Alors, si nous nous trompons à un niveau aussi fondamental, qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour notre place dans cet univers? Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous avons une série de structures impossibles, chacune plus grande, plus étrange que la précédente. Et ces structures montrent non seulement à quel point l'univers est grand, mais aussi à quel point nous l'avons mal compris. Que signifie l'existence de ces géants?
Le pilier le plus fondamental de la cosmologie est-il en train de se fissurer sous nos pieds? Maintenant, il est temps de prendre du recul par rapport à cette vitesse maximale, à l'excitation de ces découvertes épiques et de s'arrêter pour réfléchir. Car toutes ces structures massives, toutes ces règles brisées, toutes ces crises cosmiques pointent finalement vers la seule et plus profonde question: quelle est notre place dans cet univers? Comment ces découvertes changent-elles nos hypothèses les plus fondamentales sur nous-mêmes? Avant tout, nous sommes confrontés à un paradoxe de taille. D'un côté, il y a des structures comme le grand mur d'Hercule couronne boréale qui s'étend sur 10 milliards d'années-lumière. Une échelle telle que même la lumière mettrait à peine une grande partie de l'âge de l'univers pour la traverser d'un bout à l'autre. De l'autre côté, il y a toi, un être debout sur une petite planète bleue en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans la banlieue d'une galaxie ordinaire, à l'intérieur de ce cosmos immense. Tenir ces deux échelles à l'esprit en même temps est un acte d'équilibre presque impossible. C'est comme une seule molécule d'eau au milieu de l'océan qui essaie de cartographier tout l'océan. Il y a une vérité tragique dans cette comparaison. C'est notre limitation physique. Toi et moi, nous n'irons jamais voir ces anneaux géants, ces murs. Nous ne pourrons pas les toucher. Nous ne pourrons pas voyager entre ces galaxies. Pour nous, ils resteront à jamais des taches de lumière, de faibles photons tombant sur nos télescopes. Nous sommes piégés sur notre petite île, dans cette mer cosmique, et nous ne pouvons qu'observer ces rivages lointains de loin. Cela peut créer un profond sentiment de solitude cosmique et d'inaccessibilité. Nous sommes les spectateurs du plus grand spectacle de l'univers, mais nous ne monterons jamais sur scène. C'est la tragédie de l'être humain. Notre capacité à comprendre dépasse de loin notre capacité à atteindre, mais c'est précisément là que la belle vérité émerge. Oui, nous ne pourrons jamais y aller, mais nous pouvons comprendre. Depuis cette petite planète bleue, en utilisant seulement notre esprit et notre curiosité, nous pouvons prouver l'existence d'un anneau d'1,3 milliard d'années-lumière de large. Nous pouvons comprendre que c'est une spirale tournée vers nous. Nous pouvons remettre en question les règles les plus fondamentales de l'univers. Nous sommes peu, êtres physiquement petits, mais nous sommes mentalement illimités. Le fait que nous puissions cartographier des endroits que nous ne pouvons pas atteindre est la plus grande victoire de la conscience humaine. Et c'est une victoire à laquelle tu peux te connecter personnellement. Toi, en lisant ces lignes en ce moment, tu fais partie de cette victoire. Tu es un maillon de cette chaîne de conscience qui s'interroge sur sa place dans cet univers, qui essaye de comprendre. Ton cerveau est l'un des outils que cet immense univers utilise pour se comprendre lui-même. C'est pourquoi l'existence de ces structures géantes ne devrait pas te rabaisser. Au contraire, elle devrait t'élever, car tu es un être capable de saisir quelque chose d'aussi grand. Ensuite, il y a le paradoxe du temps. L'univers lui-même a environ 13,8 milliards d'années. C'est une durée qui dépasse de loin notre compréhension. Ces anneaux et arcs géants se sont formés il y a des milliards d'années, bien avant que les premières graines de la vie ne soient semées sur Terre. La lumière qui nous en parvient vient d'un voyage plus ancien que toute l'histoire de l'humanité et même que l'existence de notre espèce. Nous sommes des êtres qui n'existent qu'un instant, debout sur la rive de ce fleuve de temps cosmique qui semble infini. Toute une vie humaine est plus courte qu'un clin d'œil dans le calendrier de l'univers. C'est la fragilité tragique de notre existence. Nous ne sommes dans cet univers que pour un instant. Nous naissons, nous vivons, nous apprenons, puis nous retournons à cet océan cosmique infini. Dans ce court laps de temps, nous essayons de percer les secrets de milliards d'années de l'univers. Cela peut sembler une course perdue d'avance contre le temps. Notre temps est limité, mais les secrets de l'univers sont infinis. Cela peut nous plonger dans le désespoir. Que pouvons-nous accomplir
en si peu de temps. Mais c'est là que vient ce mais. Oui, notre temps est court, mais cet instant est suffisant pour tout changer. Dans ce bref instant, nous avons construit des télescopes, nous avons regardé le début de l'univers, nous avons remis en question l'origine de notre propre existence. Nous avons percé les secrets de structure qui existaient des milliards d'années avant nous. Cela montre que ce n'est pas la longueur du temps qui compte, mais ce qui est fait pendant ce temps. L'humanité, dans ce bref instant d'existence, a réussi à toucher les secrets les plus profonds de l'univers. C'est une vérité pleine d'espoir. Et toi, tu es au milieu de cet instant bref, mais significatif. Chaque jour que tu vis, chaque question que tu poses, chaque émerveillement que tu ressens, est une brique ajoutée à cette grande aventure de l'humanité. Tu n'es pas seulement une vague dans ce fleuve de temps cosmique. Tu es la conscience elle-même qui essaie de comprendre le cours de ce fleuve, de le cartographier et peut être de laisser une image plus claire à la prochaine génération. La brièveté de ton existence ne signifie pas qu'elle est dénuée de sens. Au contraire, elle la rend encore plus précieuse. Et enfin, il y a un paradoxe de la connaissance. D'un côté, il y a ces découvertes incroyables qui ébranlent tout ce que nous savons sur l'univers. Les briseurs d'univers, les anneaux géants, l'axe du mal, la tension de Hubble. Chacun montre à quel point notre modèle standard est incomplet. Il nous rappelle que nous ne savons presque rien de l'univers. Les piliers les plus fondamentaux de la cosmologie vacillent. C'est une situation d'ignorance tragique. Ce beau et ordonné modèle de l'univers que nous avons construit pendant des centaines d'années n'était peu être qu'une illusion. Peu être sommes-nous des explorateurs dans une pièce sombre, essayant de comprendre les alentours avec une petite lampe de poche, mais n'ayant pas encore réalisé la taille réelle de la pièce et les monstres qu'elle contient. C'est une vérité qui pousse à l'humilité. Plus nous apprenons, plus nous réalisons à quel point nous savons peu de choses. Cela peut être une tragédie apportée par le progrès scientifique. Chaque réponse engendre 10 nouvelles questions. Et la taille de ces questions peut parfois être écrasante. Mais c'est là aussi que se trouve la belle tournure. Ne pas savoir n'est pas une faiblesse. Ne pas savoir est une opportunité. Ces fissures, ces crises, ces inconnus sont en fait les moments les plus excitants de la science. Ils sont les précurseurs d'une nouvelle révolution. Comme Einstein a renversé la physique de Newton, peut-être sommes-nous au seuil d'une nouvelle révolution cosmologique. Tout ce que nous ne savons pas est un nouveau continent à découvrir, un nouveau mystère à résoudre. C'est le moteur de la science, la curiosité, le désir de l'inconnu. Et toi, tu vis au milieu de cette révolution. Tu es témoin de l'un des moments les plus excitants de l'histoire de l'humanité. Une ère où les scientifiques remettent en question leurs hypothèses les plus fondamentales, où la carte de l'univers est redessinée. Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Cela signifie que l'univers est encore plein de secrets, qu'il recèle encore des merveilles à découvrir. C'est une invitation à continuer à être curieux, à continuer à poser des questions et à faire partie de cette grande aventure cosmique, car les plus grandes découvertes ne sont pas faites lorsque nous pensons tout savoir, mais lorsque nous réalisons que nous ne savons rien. La petitesse de notre taille, mais la grandeur de notre capacité à comprendre. La brièveté de notre temps, mais l'infinité de ce que nous pouvons accomplir en cet instant. Le manque de nos connaissances, mais le potentiel de découverte infini que ce manque crée. Toutes ces paradoxes sont les leçons philosophiques que ces structures géantes nous enseignent. Ce ne sont pas seulement des objets astronomiques, ce sont des miroirs pour nous faire repenser notre place dans l'univers. Mace. Il y a plus à voir dans cette réflexion. Alors, dans cet univers nouveau et plus complexe, quel sera le rôle de l'humanité ? Et si les anciennes règles s'effondrent,
Par quoi les remplacerons-nous? Car dans cet univers nouveau et plus complexe, le rôle de l'humanité est également redéfini. Si les anciennes règles s'effondrent, nous devons réfléchir à ce par quoi nous les remplacerons. Ce n'est pas seulement une question scientifique, c'est aussi une question existentielle, profonde. Ces découvertes nous forcent à réévaluer notre relation avec l'univers, notre quête de sens et même notre solitude. C'est un moment de contemplation tranquille, car ces structures gigantesques nous disent quelque chose non seulement sur les lois de la physique, mais aussi sur ce que signifie être humain. À ce stade, nous sommes confrontés à un paradoxe d'ordre et de chaos. D'un côté, nous voyons à quel point l'univers est incroyablement ordonné à ses plus grandes échelles. Un anneau formant un cercle presque parfait d'1,3 milliard d'années-lumière de large. Une courbe élégante s'étendant sur 3,3 milliards d'années-lumière. Ces structures ne semblent pas avoir été assemblées par hasard. Il y a en elles un sentiment d'intention, de motif, d'architecture. Comme si une main invisible avait placé les galaxies dans le ciel avec une certaine esthétique. Cela pourrait indiquer une beauté et un ordre mathématique profond sous-jacent à l'univers. De l'autre côté, nous comprenons que cet ordre lui-même est la preuve du plus grand chaos, car ces structures brisent en morceaux les lois de la physique que nous connaissons, ces règles ordonnées et prévisibles. Leur existence montre que l'univers est en fait beaucoup plus chaotique, plus imprévisible et plus sauvage que nous le pensions. L'ordre lui-même devient la plus grande violation de la règle. Il y a un côté tragique à cette situation. L'esprit humain recherche naturellement des motifs. Nous essayons de trouver de l'ordre dans le chaos. Lorsque nous comprenons les lois de l'univers, nous nous sentons en sécurité. Mais maintenant, les structures les plus ordonnées de l'univers nous disent qu'en fait, nous ne contrôlons rien, que même nos hypothèses les plus fondamentales peuvent être fausses. C'est comme si un sol intellectuel se dérobait sous nos pieds. C'est comme réaliser que la carte à laquelle nous faisions confiance montrait en fait des terrains vagues. Cela peut nous plonger dans un état d'incertitude et d'anxiété. Mais il y a aussi une beauté dans ce chaos, car cela montre que l'univers n'est pas un endroit ennuyeux et prévisible. Il est encore plein de surprises. Il a encore le pouvoir de nous étonner, de nous émerveiller et de nous rendre humbles. Là où les règles sont brisées, de nouvelles découvertes naissent. Ce chaos est en fait un espace de liberté. Et toi, tu te tiens au milieu de ce paradoxe. Tu es un être qui cherche à la fois l'ordre dans ta vie et qui se nourrit du chaos. Tu essaies de tracer la carte de ta propre vie, mais tu te demandes aussi où les surprises inattendues de la vie t'emmèneront. Ces structures géantes sont un reflet cosmique de ta propre contradiction interne. Elles rappellent que l'univers est à la fois un chef-d'œuvre et une énigme. Et ta tâche est de trouver ton propre chemin entre les deux. Ensuite, nous sommes confrontés à un paradoxe de silence et de son. L'espace est souvent considéré comme un lieu de silence absolu. La phrase « dans l'espace », personne ne vous entend crier. Ensuite, nous sommes confrontés à un paradoxe de finitude et d'infinité. Nos vies sont finies. Nous avons un début et une fin. De même, notre espèce, notre planète et même notre Soleil ont une fin. Tout a une date d'expiration. De l'autre côté, il y a l'idée que l'univers lui-même pourrait être composé de cycles infinis. La possibilité qu'il y ait eu d'autres univers avant le nôtre et qu'il y en ait d'autres après nous. L'idée que le Big Bang n'est pas un début, mais une transition. Cela montre à quel point notre existence finie est tragiquement exceptionnelle et insignifiante. Nous pourrions être une simple écume qui brille un instant dans un océan infini. Toute notre histoire, toutes nos réalisations pourraient un jour être complètement oubliées dans ce cycle infini.
C'est un lourd rideau de mélancolie qui tombe sur notre existence. Mais, dans cette infinité, il y a une beauté qui donne un sens profond à notre finitude. Car si tout est dans un cycle infini, alors rien n'est vraiment perdu. L'énergie se conserve, la matière se transforme, les traces des univers qui nous ont précédés peuvent résonner dans notre univers. Les échos de nos actions aussi pourraient d'une manière ou d'une autre continuer dans les univers qui nous suivront. C'est une sorte de réincarnation cosmique. Nous ne sommes pas seulement un chapitre de cette histoire infinie, nous sommes cette histoire elle-même. Et toi, tu es un maillon inestimable de cette chaîne infinie. Ton existence est le résultat de milliards d'années d'évolution cosmique. Tu portes l'héritage d'innombrables étoiles, d'innombrables formes de vie qui t'ont précédé. Et toi, tu es un pont qui transmettra cet héritage à la prochaine génération, à peu être au prochain univers. C'est pourquoi le fait que ta vie soit finie ne la rend pas dénuée de sens. Au contraire, elle en fait le moment le plus précieux et le plus important de cette histoire infinie. Ta tâche est de vivre ce moment de la meilleure façon possible. Et enfin, à la fin de tout ce voyage, nous nous retrouvons avec un paradoxe de quête et de découverte. Nous avons entrepris ce voyage pour résoudre l'un des plus grands secrets de l'univers, le mystère de ces structures impossibles. Nous cherchions une réponse, une explication claire et nette. Mais ce que nous avons trouvé à la fin du voyage, ce n'est pas une réponse, mais plus de questions. Ce que nous avons trouvé, c'est que l'univers est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus complexe et beaucoup moins compréhensible que nous le pensions. Cela peut sembler un échec tragique de notre quête, comme partir à la chasse au trésor pour ne trouver qu'un coffre vide à la fin. Cela peut nous décevoir, mais peut être que le vrai trésor n'était pas dans le coffre. Peut être que le vrai trésor était le voyage lui-même. Ce que nous avons appris pendant cette quête, les questions que nous avons posées, les paradoxes auxquels nous avons été confrontés, peut être que la chose la plus précieuse que nous ayons trouvée n'est pas une réponse, mais une nouvelle perspective. Nous avons appris l'humilité, nous avons compris à quel point nous sommes petits face à la grandeur de l'univers. Nous avons appris la connexion. Nous avons réalisé que nous sommes tous faits de la même poussière d'étoiles. Et nous avons appris la valeur de la curiosité. Nous avons compris que même si nous ne trouvons pas les réponses, poser les questions est en soi la plus grande aventure. Et toi, tu es un voyageur de ce voyage. Toi aussi, tu cherches des réponses dans ta vie. Mais peut être que pour toi aussi, ce qui est vraiment important, ce n'est pas là où tu arrives, mais qui tu deviens en chemin. Cette quête cosmique te rappelle ta propre quête dans la vie, et elle te murmure, peut être que la plus grande découverte n'est pas de trouver ce que tu cherches, mais la personne que tu deviens en cherchant. Indifférence et responsabilité, finitude et infinité, quête et découverte. Ces dernières pensées sont le point où ce voyage cosmique nous a menés. Nous savons maintenant que ces anneaux et murs gigantesques ne sont pas seulement des objets dans le ciel. Ils sont des boussoles qui nous montrent qui nous sommes et qui nous pouvons être. Nous arrivons à la fin de ce long et profond voyage intellectuel. Nous avons commencé avec l'ébranlement de la promesse la plus fondamentale de l'univers. Nous avons continué avec des structures impossibles. Nous avons rencontré le génie derrière ces structures. Et enfin, nous avons réfléchi à ce que toutes ces informations signifient pour nous. La carte est maintenant plus complexe, mais aussi plus riche. Nous savons maintenant moins de choses, mais nous sommes plus curieux. Ce voyage ne nous a pas donné de réponse définitive, mais il nous a appris à poser de meilleures questions. Alors, à la lumière de toutes ces informations, qu'est-il advenu
de cette plus ancienne promesse de l'univers. Le principe cosmologique est-il complètement effondré? Ou y a-t-il encore un espoir? Et nous? Comment trouverons-nous notre chemin dans ce cosmos nouveau et plus sauvage? Et par conséquent, la tâche de trouver notre chemin dans ce cosmos nouveau et plus sauvage est en fait notre tâche la plus humaine. Au cours de ce long voyage, nous avons été témoins de l'ébranlement de la promesse la plus fondamentale de l'univers. Nous avons vu comment cette idée réconfortante que tout devient lisse en zoomant assez loin s'est fissurée sous l'œil doré du James Webb. Nous avons rencontré des galaxies impossibles, des anneaux gigantesques et des murs cosmiques, et nous avons compris que ces découvertes réécrivent non seulement les livres d'astronomie, mais aussi les questions philosophiques les plus profondes sur notre place dans l'univers. Nous savons maintenant qu'un anneau d'1,3 milliard d'années-lumière de large est suspendu dans le ciel. Nous savons que cette structure et ses voisines sont là, bien qu'elle n'ait pas eu assez de temps pour exister. C'est une leçon d'humilité qui nous montre que l'univers est encore plein de secrets, que les règles que nous pensions connaître sont en fait bien fragiles. Mais ce n'est peut-être pas la chose la plus importante que nous ayons apprise lors de ce voyage. Toi aussi, tu fais partie de cet univers immense, mystérieux et parfois effrayant. Mais tu n'es pas seulement un observateur passif. Tu es la conscience que cet univers a créé pour se comprendre, se questionner et lui donner un sens. C'est pourquoi, si ce voyage t'a inspiré, si toi aussi tu as senti que tu faisais partie de cette grande aventure cosmique, partage tes pensées dans les commentaires, aime cette vidéo et abonne-toi, car ces découvertes ont prouvé à quel point l'univers peut être étrange. Mais peut être que la plus grande étrangeté, au-delà de toutes ces structures gigantesques, se cache dans ce tissu invisible à la base de tout, dans la possibilité que plusieurs univers puissent exister. Dans cette vidéo, nous avons vu comment les règles de notre propre univers ont été brisées. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ces règles n'appartiennent peut-être qu'à notre univers. Car certaines théories disent qu'il existe un nombre infini d'autres univers où chaque possibilité se réalise. Lors de notre prochain voyage, nous ouvrirons une porte vers ces univers parallèles, vers les possibilités infinies et les toits infinis. Êtes-vous prêts ?